Dans cette vidéo, on va parler du HPC, donc du High Performance Computing. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière High Performance Computing? Il y a plein de définitions qui existent. Donc, généralement, c'est un terme générique qui désigne différentes technologies qui sont mises en œuvre pour concevoir et déployer et utiliser des supercalculateurs. Souvent, derrière le HPC se cache le terme supercalculateur. Il y a différentes techniques, tant matériel, réseau, stockage, développement, algorithmique, ordonnancement, supervision, blablabla, qui doivent être mises en œuvre tout ensemble pour pouvoir créer des supercalculateurs. Ça, c'est la vision du peuple, la vision que le peuple a du terme HPC. Sauf que moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. En fait, ça dépend de la définition de supercalculateur. Si derrière supercalculateur se cachent des machines de plusieurs millions d'euros qui prennent des pièces complètes avec plein de rack B serveurs dedans, alors je suis pas d'accord. Par contre, si supercalculateur, on le prend au sens large, ça veut dire que soit un système à 100 000 boules ou une simple machine qui va devoir faire du calcul, ou même votre téléphone, alors là je suis d'accord. Donc une machine qui va faire du calcul, si derrière ce terme on met, si ça c'est un supercalculateur, alors ok. Alors pour essayer de démystifier ça, je vous donne ma définition du HPC. Là pour moi c'est ça le HPC, c'est extraire par divers moyens technologiques toute la quintessence d'une solution hardware dans le but de traiter par calcul le plus efficacement possible un problème donné. Voilà, c'est de mettre tout ce qu'il y a en œuvre pour extraire le maximum d'une technologie. Pour moi, c'est ça le HPC, High Performance Computing. Et donc ça, cette définition est applicable aussi bien sur un téléphone qu'une console de jeu, que de matériel à 100 000 $. Donc, voilà. Et ça, c'est ma définition, copyright, hop. Donc, si vous la reprenez, il faut citer. Donc, HPC, c'est ça. Extraire par divers moyens technologiques toute la quintessence d'une solution hardware dans le but de traiter par calcul le plus efficacement possible un problème donné. D'ailleurs, dans le monde HPC, j'avais été une fois, passer une semaine un petit peu dans cet univers-là, l'univers des supercalculateurs. Et il y avait une journée de conférence où les mecs ils présentaient des trucs qu'ils avaient fait, etc. Et c'était marrant parce que c'est comme si c'était donné le mot. À chaque fois qu'ils présentaient un truc, à un moment donné, dans le speech, il y en a un qui disait bon, on aurait pu faire pire, on aurait pu le faire en Java. Donc c'était la boutade, quoi. Le Java, c'est la boutade dans l'univers du HPC. Bah oui, extraire par divers moyens technologiques toute la quintessence d'une solution matérielle. C'est complètement pas en adéquation avec du langage semi-compilé. Voilà, c'est véridique ce que je vous raconte. Donc HPC, normalement, pas de Java. Maintenant, on va quand même se remettre en adéquation avec la vision populaire et parler des gros supercalculateurs. Je trouve ça quand même, c'est un domaine assez intéressant. Donc l'HPC, mais pour les gros calculateurs. Après, nous, on fera plus tard dans le cours de l'HPC pour du matériel conventionnel. Mais vis-à-vis des gros calculateurs, les supercalculateurs, les gros systèmes, il y a un classement et on peut les classer en différentes catégories. Donc les tiers 0 sont les plus gros calculateurs et on les classe sur base de la puissance de calcul qu'ils offrent et qui a été mesurée. Typiquement, les plus gros, enfin les tiers 0 sont les calculateurs qui dépassent les 5 pétaflops. Donc les 5000 teraflops, donc les 5 millions, 2 milliards d'opérations à virgule flottantes par seconde, tout ça en 64 bits, voilà, boum, sur un benchmark bien défini. Je vais vous le présenter après. Donc ça sont vraiment les gros bonhommes. Puis les clusters de calcul de taille un peu plus réduite, les tiers 1, ça c'est plus les trucs à l'échelle nationale. Typiquement, on en a deux en Belgique, si je ne me trompe pas, qui sont dans cette catégorie-là. Là, on est au-dessus des 100 teraflops. Puis les clusters institutionnels, donc typiquement dans une université ou un truc comme ça.
Donc là on est inférieur aux 100 teraflops et on est plus ou moins à 10 teraflops. Attention si on prend par exemple une carte graphique, je sais pas, une RTX 2080, un gros machin, je sais plus exactement combien ça fait, mais ça fait un peu plus de 10 teraflops, ça peut-être 14, quelque chose comme ça de mémoire. C'est pas la même chose, ici c'est les teraflops théoriques, hein, qui vous annoncent sur la carte graphique. Et en plus en 32 bits, pas en 64, donc c'est pas comparable. Et puis tout ce qui est inférieur à ça, on peut parler de petits clusters locaux, voilà. Alors, il y a un organisme qui s'appelle le Top 500 et qui classifie, ils font des tests et classifient les gros supercalculateurs, et on a l'objectif c'est d'être premier, et c'est un petit peu le concours de qui a la plus grosse. Et il y a une liste qui est mise à jour tous les 6 mois. Vous tapez Top 500 sur Google, vous aurez la liste. Et ils évaluent ça avec le logiciel HPL Benchmark. Donc c'est un truc hautement parallèle qui fait des fonctions d'algèbre linéaire. Et tout ce truc-là est écrit en Fortran, donc du langage compilé, comme du C ou du C++, pour exploiter au maximum le matériel. Et ces tests sont faits en double précision, en 64 bits. Et le score que ce benchmark produit, donc il calcule un nombre de pétaflops, enfin de téra ou pétaflops ou gigaflops en fonction de votre matériel. Et donc il y a un classement sur base de ce score-là qui est public. Et donc ça donne une idée de la puissance de calcul, mais pour les floats, double précision. Donc c'est pas tous les algorithmes n'utilisent pas forcément ce format de stockage là. Pour d'autres algorithmes, peut-être que le classement serait complètement différent. Et d'ailleurs, il existe un classement par le même organisme qui s'appelle le Green 500, où là, il classe, c'est le rapport puissance de calcul consommation pour faire l'efficience énergétique. Et donc, c'est pas forcément la même hiérarchie et les mêmes architectures matérielles qui sont triées. Alors, le premier au top 500, on va juste voir celui-là, hein, c'est juste pour le fun. Donc, en novembre 2018, il était déjà premier aussi. Novembre 2019, donc c'est la dernière date en ligne du classement. Toujours premier, c'est aux États-Unis, c'est le Summit. Vous avez une petite photo là, voir à quoi ça ressemble. C'est IBM qui a développé ça. Pour vous donner une idée de ce qu'on retrouve là-dedans, il y a 4000 et quelques rack serveurs, et donc il y a 2 sockets par rack, ce qui fait 9216 processeurs. C'est pas du Core i machin ou de l'AMD bidule, c'est des IBM Power 9, donc c'est 22 cœurs par système. C'est une architecture serveur. En plus de ça, par rack, vous avez 6 cartes graphiques des Tesla GV100, avec 5000 cœurs chacune. Et ça bouffe 13 MW. De consommation électrique. Alors bon, ce sont des valeurs qui parlent pas forcément. Une centrale turbine gaz vapeur produit 300-400 MW. Centrale électrique de l'ordre de 300 MW. Un réacteur nucléaire 1 gigawatt. Donc voilà, ça c'est 13 MW. Une éolienne grand format à fond, c'est 6 MW. Quand il y a le vent et qu'il n'y en a pas trop et pas trop peu, enfin, voilà, ça vous donne une idée. 2 pétaoctets de RAM, ça fait bien, et un petit peu de stockage, 250 pétaoctets. Donc ça, c'est le Summit. Et la puissance de calcul de ce truc, c'est 143 pétaflops. Savoir qu'en ce moment, il y a des supercalculateurs en cours de, je crois qu'ils sont en cours de conception, donc les budgets ont été approuvés. Le but étant de passer l'hexaflop, donc les 1000 pétaflops. Il y en a 2 en cours de fabrication aux États-Unis, en tout cas connus. Il y en a peut-être d'autres. Je crois qu'il y en a un, c'est par Intel, enfin en tout cas un où Intel participe et l'autre où c'est AMD qui participe. C'est un peu la guéguerre aussi entre les deux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, ça c'est de la flotte, donc c'est refroidi, c'est sous eau hein, pour refroidir ça. C'est pas des bêtes serveurs qu'on emboîte, c'est vraiment c'est particulier. Ça c'est une rame, donc c'est des racks faits exprès. Et donc vous voyez les tuyaux qui passent refroidis par eau, et vous avez donc là il y a un socket avec un CPU, et un autre socket avec un CPU, et là vous avez 3 GPU et là 3 GPU. Et puis là c'est tout ce qui est gestion des disques, etc. Et donc vous voyez la flotte qui passe hein, d'un échangeur à l'autre comme ça, hop hop hop, hop hop, voilà, ça fait un circuit d'eau, et puis un autre circuit d'eau pour l'autre partie. Et donc un rack comme ça, il y en a 4600 dans le Summit. Et un rack pièce,
ça coûte 166 000 $. Ça coûtait en tout cas il y a 2 ans 166 000 $. C'est, enfin, faut du budget quoi, faut du budget. Sinon, donc toutes ces machines sont évidemment pas interfacées entre elles via un switch Ethernet. Pour les gros systèmes comme ça, généralement ils utilisent le plus souvent, des fois c'est autre chose, hein, mais souvent c'est de l'InfiniBand qui est utilisé. Donc c'est de la fibre optique, mais avec un protocole bien spécifique. Et l'idée c'est que le protocole RDMA, donc vous voyez c'est pas de l'Ethernet, c'est que votre application communique direct avec votre interfaçage réseau, sans passer par l'OS. Et donc l'avantage de ces technologies là, c'est que vous avez des latences très faibles, de l'ordre de la microseconde en 2 communications, plutôt que de la milliseconde. Vous voyez que ce sont des autres technologies qui sont mises en œuvre quand on va sur des systèmes extrêmes comme ça. Sinon, une autre philosophie, vous avez par exemple chez Berkeley, une université en Californie, vous avez le système Boeing. Donc là, c'est un réseau de calcul sur lequel vous pouvez rajouter votre machine à la maison. Et la communication se fait via Internet. Ils ont différents projets de recherche qui circulent là-dessus. Il y a par exemple le SETI Atom. Vous installez sur votre bécane, ça devient un écran de veille quand vous l'utilisez pas et ça fait du calcul. Ça c'était pour, si je me rappelle bien, analyser les signaux des télescopes spatiaux pour détecter éventuellement l'existence, un signal extraterrestre. Je sais que ce truc-là, ça fait plus ou moins un peu plus de 20 ans que ce projet est en cours. Voilà, je crois qu'ils n'ont pas encore trouvé, c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas, mais bon. Bref, donc ça ressemblait à ça. Sinon, il y a plein de projets comme ça qui tournent sur leur cluster mondial. Et alors, les chiffres que je vous donne, ils sont un petit peu passés. Donc, on parlait de 17 pétaflops. Je vais avancer. Il y a différents projets. À l'époque, c'était 800 000 ordinateurs qui étaient connectés. Mais depuis le Corona, en fait, ce système est utilisé. Il y a plein de gens qui rajoutent, et même des entreprises qui rajoutent leur cluster pour faire de la recherche contre le coronavirus. Et ouais, évidemment, c'est écrit en C++, hein, on parle de perf. Et alors, il y a des chiffres qui circulent, je vais vous les montrer. Voilà, donc vous avez ici la puissance de calcul. Je vais exprimer ça en hexaflop. Et vous avez le fameux Summit qui est là, hein. On avait vu, je sais plus exactement, enfin, mémoire 147 je crois de mémoire pétaflop. Donc ça c'est le plus gros calculateur au monde. Et alors vous avez donc pour le projet Folding Atom, qui est le projet sur le réseau Boeing où ils font la recherche contre le corona. Bon, en ce moment ils explosent tout. Ils sont à 2,5 hexaflop de puissance de calcul. Voilà. Bah c'est faux. Ça c'est les chiffres qui circulent sur le net, bah c'est faux, parce que je vous ai expliqué juste avant que ce classement ici est fait sur base du test d'un benchmark qui montre une puissance de calcul. Il faut savoir que la puissance de calcul fournie par un benchmark ne correspond pas à une puissance calcul théorique du matériel, on est en deçà. Car votre matériel, c'est pas est exploité à fond en permanence, il y a toujours des pertes. Et des fois les pertes, elles peuvent être d'un facteur 10 des fois, hein, ou d'un facteur 100, ou d'un facteur seulement 2, ça dépend des cas de figure. Et donc ça, c'est des résultats pratiques qui sont bien en deçà des perfs théoriques, tandis qu'ici, leur truc, ce sont des perfs théoriques ici. Donc ils comparent des pommes avec des bananes, quoi, c'est pas du tout comparable. Donc méfiez-vous toujours des chiffres qu'on vous montre, il faut toujours un petit peu regarder d'où ça vient. Je vais faire le défécator ici. Enfin voilà. Donc ils ont sûrement une grosse puissance de calcul, mais vous ne pouvez pas comparer avec la liste du top 500. Ceci c'est juste une estimation théorique. Sinon, d'autres problématiques qu'ils ont avec ce type de système, c'est, je vous ai pris un exemple avec un calculateur, le Jaguar, c'est un peu pris à pouf. C'était le premier il y a 10 ans d'ici, donc en 2009, il y a 11 ans d'ici, c'était le premier.
Et pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, cette puissance-là, il doit être, je sais pas moi, 160. Je vais regarder un petit peu. 1,75 pétaflops, c'est de l'ordre de la 160e place dans ces zones-là. Donc de premier à la 160e place en 10 ans. Et donc ce truc-là, 224 000 CPU Opteron, machin, 300 Tera de RAM, etc. Eh ben, c'est bien, mais il y a un truc dans la vie, ça s'appelle les rayons cosmiques. Et donc, il y a des supernovas, des machins, des pulsars, des choses comme ça, il y a des saloperies de rayons cosmiques donc, qui sont émises et qui arrivent sur Terre. Et ces rayons cosmiques, ce sont des rayons à haute énergie, et créés par les supernovas, étoiles à neutrons, enfin plein de trucs qui se passent au niveau des corps célestes. Et donc, ce sont des particules chargées électriquement qui arrivent et on est bombardé de ça. Et à un moment donné, elles arrivent, elles rentrent en contact avec des atomes dans l'atmosphère, et alors ça pète, et alors il y a plein de petites particules émises, protons, électrons, et ainsi de suite. Et parmi ces particules, il y a les neutrons. Et les neutrons, ils traversent la matière comme dans du beurre, et ils ne sont pas chargés électriquement, donc ils sont pas attirés par un champ magnétique. Et si à un moment donné le neutron il rencontre le noyau d'un atome sur sa trajectoire, il pète l'atome. Et donc en pétant l'atome, il y a des électrons qui sont chargés électriquement ou des protons qui se baladent. Et du coup, si ça arrive dans une barrette de RAM, vous avez un bit flip. Ouais, un bit qui peut être altéré. Donc on part d'une étoile à plusieurs années-lumière et on arrive à votre barrette de RAM. Ok. Bon, quelle est la probabilité? Elle est faible. Pour votre machine, c'est faible. Mais pour ces machines-là, et là je vous parle pas du gros supercalculateur, je vous parle d'un qui est genre 150e, il y a quand même 360 Teraoctets de RAM. Pour vous donner une idée, plus vous avez de la RAM, plus ça prend de la surface, et plus la probabilité qu'il se passe un bit flip à cause des rayons cosmiques, elle augmente. Il y a des mecs qui ont calculé ça. Et avec 360 Teraoctets de RAM là, sur cette machine-là, sont détectées par le système 350 erreurs de bit flip par minute. On parle en minutes, donc en minute, il y a 350 bits qui déconnent dans la RAM à cause de ce qui se passe dans l'espace. Et ça, c'est détecté, corrigé par l'ECC, car c'est des RAM ECC avec détection, correction d'erreur. Ok. Mais, point de vue du calcul, au niveau des probabilités, ça fait qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas détectées par l'ECC, tout n'est pas détecté. Et donc, par jour, il y a un bit flip qui n'est pas détecté. Il y a une connerie par jour, à cause de, pas un bug matériel, à cause de ce qui se passe plus haut. Et donc il y a des solutions à ça, enfin les solutions il n'y en a pas vraiment. Redondant, c'est de faire les calculs à plusieurs endroits, idéalement à 3 endroits, ça c'est une possibilité. Sinon ce qu'ils font aussi c'est les checkpoint restart, c'est tous les X et on fait un on stocke l'état de la RAM, on sauvegarde, et puis en cas de pépin, on reprend là où on en était. Mais ça bouffe un temps dingue, à la fois de stocker l'état de la RAM, parce que vous imaginez à 360 Teraoctets à stocker sur un support persistant, ça prend du temps. Le restaurer aussi. Plus on perd X temps de calcul qu'on fait une restauration. Il y a toutes des problématiques comme ça qu'on rencontre dans ces architectures-là, qu'on ne rencontre pas sur des serveurs conventionnels. Et donc, c'était pour vous sensibiliser à ça. Maintenant, dans ce qui suit, on va redescendre un peu les pieds sur terre, et on va retourner sur de l'HPC au sens large, et on va faire du parallélisme CPU et du parallélisme GPU dans les chapitres qui suivent.